Un soldat de la garde nationale russe d'élite de Vladimir Poutine mène sa vie tranquille dans la ville de Kazan et sort avec sa petite amie, l'étudiante de 21 ans, Elnara Karakanova, et je ne vous le dirai qu'une fois parce que je suis désolée pour la prononciation, je vous prie de m'excuser, on dira Elnara, son prénom. Ils sont très amoureux, surtout Mara, le garçon, le jeune soldat, quand un jour tout va basculer dans l'horreur la plus totale. Car oui, nous sommes dans une DPAE et vous allez voir, ces trois histoires sont totalement horribles. En effet, cela va basculer dans l'horreur car Mara pense que Elnara voit un autre homme et sa jalousie le rend complètement fou. Tout d'abord, il va boire encore et encore. Mara Sakapov était ivre de vodka et soudain il s'est jeté sur Elnara et l'a battue à mort, laissant son visage méconnaissable. La police dira que la violence des coups était telle que justement on ne pouvait plus la reconnaître au niveau du visage. Puis, comme si cela n'était pas suffisant, il l'a soulevée et l'a laissée tomber de 18 mètres sur un toit couvrant l'entrée de son bloc d'appartement. Et Mara est sorti de l'immeuble. Il est allé voir la jeune femme étendue sur le toit. Ses blessures causées par la chute et ses coups antérieurs étaient si épouvantables que ses parents n'étaient pas autorisés à voir son corps pour lui dire au revoir avant les funérailles dans la ville de la jeune femme. Le soldat de 28 ans qui portait un masque lorsqu'il est entré au tribunal aurait été donc poussé par sa jalousie, craignant que la jeune femme ait trouvé un nouvel amant. Les procureurs ont affirmé également que Mara avait été détenu pendant 2 mois au cours de l'enquête sur le meurtre et qu'il aurait avoué sa culpabilité. Au tribunal, il a nié avoir avoué le meurtre et il a dit au juge: Je n'ai jamais dit que j'avais tué ma fiancée. Je suis venu la voir, j'ai commencé à la toucher quand elle était au sol, mais je ne me souviens pas si j'ai essayé de la tuer. Je sais que mes paroles ne signifient rien pour les parents de cette jeune fille, mais je leur demande sincèrement de me pardonner. À savoir aussi que de l'argent avait été volé à la jeune femme et lui niera que c'était lui qui lui avait volé son argent. Et là, accrochez-vous, le tribunal de Kazan, la capitale de la République russe de Tatarstan, a condamné l'employé de la garde nationale Mara à 9 ans et demi de prison. 9 ans et demi pour avoir tué sa petite amie. 9 ans et demi. De plus, un juge a récupéré la somme d'1 million de roubles, soit 14 000 $ du détenteur en faveur de la partie lésée, la famille de la jeune femme. Selon le tribunal, a été conclu qu'il était bien le meurtrier de la jeune femme de 21 ans et qu'il l'a bien jetée par le balcon. Voilà, cette première histoire est finie. Et je trouve que la peine de justice est vraiment moindre. Passons à la deuxième horrible histoire. Un suspect a été arrêté après qu'un homme aurait été battu et arrosé d'acide dans ce que la police a appelé un engrenage de violence. Liam Smith a été découvert sur Kilburn Drive à Wigan dans la soirée du 24 novembre 2022 par des passants horrifiés. Liam est donc mort alors qu'il était dans la rue après avoir été victime d'une blessure mortelle. Une blessure mortelle par balle et ce qui est très rare, comme je vous l'ai dit, d'une attaque à l'acide, déclarera la police. La police du Grand Manchester a émis 4 mandats d'arrêt et a déclaré que 28 fouilles dans des locaux soient effectuées dans le cadre de cette enquête et de ce meurtre. La police est au taquet du taquet sur cette affaire. Dans un communiqué, la police a déclaré: Les détectives travaillent sans relâche pour établir les détails exacts du meurtre qui a eu lieu dans des circonstances uniques et choquantes. Les détectives ont encore des personnes d'intérêt à interroger. Toute information que vous pourriez nous dire pourrait nous aider. L'inspecteur en chef détective Gina Brannan dira même: Il s'agit d'un meurtre choquant, d'un homme de famille très aimé, père de 2 jeunes garçons. Il avait subi une grève se battant pour vivre et continuait d'exercer son métier d'électricien. Liam était une personne adorable, aimée par sa famille.
La police dira aussi: cette attaque était une démonstration écœurante de violence qui n'est pas tolérable dans le Grand Manchester. Notre enquête évolue au rythme de nos recherches et nous continuons à travailler sans relâche pour capter une image, un témoin, ce qui s'est passé dans les événements qui ont conduit à la mort de Liam. Comme je vous l'ai dit, sera dit de Liam, la victime, qu'il avait bon cœur, qu'il était drôle, qu'il s'occupait très bien de ces deux jeunes garçons et que sa famille l'adorait. Mais alors, qui pouvait avoir envie de tuer Liam? Puis, la police va attraper un premier homme, puis un deuxième homme. À savoir que le premier homme, Michael Hillier, sera gardé à la police et le deuxième relâché. Qui est ce Michael? Michael Hillier, 38 ans, vit à Sheffield et il sera accusé du meurtre de Liam. Michael Hillier, donc 38 ans, n'a pas été invité à plaider non coupable car tout l'accuse et doit comparaître devant le tribunal en mars 2023. Puis cela va être décalé à juillet 2023 et le procès devrait durer à peu près 3 semaines. Nous n'avons aucun détail sur le mobile de ce meurtre. Pourquoi Liam a-t-il tué? En tout cas, nous avons le responsable qui donc va être jugé et je voulais vraiment vous raconter cette affaire parce que c'est très rare qu'on voit une affaire d'attaque à l'acide sur un homme. Passons à la troisième histoire. Abby Chu, 28 ans, était une étoile montante de la scène de la mode à Hong Kong. Elle est également influenceuse sur Instagram avec plus de 100 000 abonnés et sur d'autres plateformes. Elle a régulièrement assisté à la Fashion Week de Paris et a été vue dans plusieurs magazines comme Elle et Harper's Bazaar et même le super magazine Vogue. Elle est l'aînée de 3 filles, elle a grandi dans une famille très aisée qui détient une entreprise qui pèse à peu près 100 millions de dollars. Qu'en est-il de sa vie amoureuse? À 18 ans, elle va épouser Alex Gwong. Ils vont avoir 2 enfants, mais malheureusement, ils vont divorcer. Elle, Choi, elle va épouser un second mari, Chris Tam. Le père de son mari est fondateur d'une chaîne de restaurants mexicains. Elle va avoir avec lui également 2 enfants. Choi a été portée disparue après qu'elle n'ait pas réussi à récupérer sa fille à l'école comme elle le faisait normalement et qu'elle soit rentrée pour la dernière fois dans sa voiture conduite par son chauffeur qui est également son ex-beau-frère. Mais lui, il ne va pas la porter disparue ce jour-là alors qu'après avoir été conduite par son ex-beau-frère, on ne la reverra jamais. Sa famille était folle d'inquiétude. De plus, elle postait régulièrement sur Instagram comme je vous l'ai dit. Et à partir de ce moment-là, plus aucun post sur Instagram. Mais oui, sa famille se ronge les sangs. Le 26 février 2023, il y a donc quelques semaines, des parties de son corps, y compris ses jambes, ont été retrouvées dans une maison louée dans une banlieue de Hong Kong. Certaines parties de son corps étaient cachées à l'intérieur donc d'un réfrigérateur et certaines d'entre elles étaient cuites dans une casserole. Horriblement, la police n'a pas été en mesure de localiser sa tête, ils ne l'ont donc pas retrouvée. Ils ont donc retrouvé le torse et les mains de la victime sur la scène macabre et puis donc ses jambes. Après une chasse à l'homme dans toute la ville par la police avec une récompense d'environ 2 millions de dollars, Alex Wong, l'ex-mari, est devenu l'un des suspects. Quand il l'a su et qu'il avait peur d'être arrêté, il a tenté sans succès de s'échapper de Hong Kong en bateau. Il a été allégué que la mort de Choi a été orchestrée donc par son ancien beau-père Kwon Ko, un ancien policier qui avait déjà d'ailleurs été accusé d'abus intime. Moi je vous le dis là tous, il travaille du chapeau. La police croyait que le motif était le résultat d'un conflit d'argent entre Choi et son ex-belle-famille et d'un appartement de luxe qui aurait été acheté par Choi avant de le mettre sous le nom de son ancien beau-père. L'appartement de luxe est situé à Cadbury Hill, l'une des adresses les plus prestigieuses de Hong Kong. Des détectives de nuit ont arrêté son ex-mari qui, selon eux, comme je vous l'ai dit, avait tenté de s'enfuir en bateau vers l'une des îles périphériques. Puis son ex-belle-famille, dont les beaux-parents, son beau-frère et l'ex-mari sont tous arrêtés. Les agents de l'enquête vont déclarer:
Nous pensons que l'ex-belle-famille et son ex-mari ont eu de nombreux différends financiers. Quelqu'un était insatisfait de la façon dont la victime a géré les biens, ce qui est devenu un motif de meurtre. Des outils utilisés pour démembrer le corps humain ont été trouvés dans l'appartement, y compris des hachoirs à viande, des tronçonneuses, des imperméables, des gants et des masques. La police dira « Nous sommes toujours à la recherche de la tête ». A également été révélé que les autorités pensent que le modèle mannequin et influenceuse de 28 ans avait donc des différends financiers impliquant des dizaines de millions de dollars avec sa belle famille à Hong Kong. Avant d'avoir été tué, ce mannequin avait pour une dernière fois fait la couverture d'un magazine de mode, l'Officiel Monaco. Elle avait fièrement partagé une photo du tournage avec ses 90 000 abonnés sur Instagram avec une légende. De Hong Kong à la couverture de l'Officiel Monaco, mon voyage en tant qu'icône de style continue. Malheureusement, sa reconnaissance ne l'a pas protégée. Le 2 mars 2023, un cinquième suspect, un homme de 41 ans, surnommé Lam, a été arrêté pour suspicion d'avoir aidé l'ex-mari à s'échapper de Hong Kong en bateau. Selon les lois de Hong Kong, une condamnation pour meurtre est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. À l'origine, la peine de mort était la seule peine légale pour le meurtre à Hong Kong avant d'être complètement abolie en 1993, permettant aux juges d'imposer à la place perpétuité et perpète pour eux, c'est perpète. Ce qui est tout à fait justifié pour l'horrible crime de Choi qui malheureusement pour encore une histoire d'argent va finir en petits morceaux dans un... Nancy Mare Pfister est née en 1956. C'est l'une des filles d'Art et Betty Pfister. Art et Betty ont cofondé le domaine skiable de Buttermere. Ce domaine skiable, c'est l'une des 4 montagnes d'Aspen. C'est-à-dire que ce domaine est à Aspen aux États-Unis et eux, ils ont cofondé un domaine qui va devenir le domaine le plus prisé et le plus huppé pour les personnes célèbres. C'est-à-dire que toutes les stars de Los Angeles ou de New York, quand l'hiver, elles veulent aller à une station de ski, c'est à Aspen qu'elles vont. Cette ville au départ endormie au milieu des Rocheuses est devenue donc la destination d'hiver et de vacances la plus huppée. Les Pfister étaient comme la royauté d'Aspen. Tout le monde voulait être ami avec eux parce qu'ils ont essentiellement aidé à mettre Aspen en haut de la carte et que ils avaient de grandes relations maintenant avec le beau monde. Nancy ayant donc grandi dans l'une des familles les plus prestigieuses d'Aspen, elle vivra la grande vie. Elle fréquente même des membres de la famille Kennedy et elle est sortie avec des acteurs tels que Jack Nicholson et Michael Douglas. Des personnes diront même de Nancy que si vous la croisiez en ville, mais discutez avec elle et suivez-la parce que si vous suivez Nancy, elle sera toujours invitée dans les meilleures fêtes et vous passerez un super moment avec elle. Au début des années 2000, Nancy s'est liée d'amitié avec une mère célibataire, Kathy Carpenter. Kathy Carpenter, elle était conseillère à sa banque. Et Nancy a engagé Kathy pour agir comme son assistante personnelle. Kathy tenait vraiment à Nancy, elle était devenue même son double, son ombre. Elle la conduisait partout, lui prenait ses rendez-vous. Tout le monde pensait que Kathy, son assistante, était ravie de faire ce métier parce que grâce à Nancy, qu'elle suivait partout et qu'elle menait partout, elle était invitée dans de superbes soirées, de beaux endroits où elle n'aurait pu y aller en tant que caissière de banque et elle menait la vie grand train avec Nancy. Nancy, elle aimait voyager et cet hiver-là, elle devait partir en Australie. Elle s'était dit que puisqu'elle n'était pas là, elle allait louer sa luxueuse maison sur Buttermilk Mountain. En novembre 2013, donc, Nancy est partie pour ce qu'elle espérait comme un séjour de 6 mois en Australie. Mais on est dans une DPAE et pour Nancy, malheureusement, ça ne va pas se passer comme elle le souhaite. Pendant que Nancy n'était pas là, Kathy, elle veillait sur sa maison et sur la location. Puis, malheureusement, le 26 février 2014, Kathy Carpenter, l'assistante, a appelé le 911 en panique. « Aidez-moi, oh mon Dieu, oh, aidez-moi, j'ai trouvé mon amie dans le placard et elle est morte. »
Les agents du 911 qui ont répondu ont vite envoyé une patrouille de police au domicile de Nancy Pfister et ils ont trouvé Nancy, 57 ans, morte dans son dressing. Son corps avait été enveloppé dans des serviettes, des couvertures et des sacs poubelles. Nancy avait subi de graves blessures à la tête et une autopsie a déterminé que Nancy était décédée d'un traumatisme contondant au front droit et à la tempe droite. Les rapports notaient qu'elle avait été frappée 3 ou 4 fois et qu'elle serait morte quelques minutes après l'attaque. La police a tout de suite interrogé Kathy Carpenter, son assistante, qui a déclaré que Nancy était revenue plus tôt d'Australie après qu'elle se soit disputée avec un couple, le couple qui louait sa maison. Mais qui est ce couple de locataires? Leur nom était Trey et Nancy Styler. Bon alors, ça fait deux Nancy, parce que malheureusement la femme qui vient d'être découverte dans son placard morte s'appelle Nancy, et dans les locataires, la femme aussi s'appelle Nancy. Donc vous en conviendrez, pour pas vous mélanger les pingos. La première, l'héroïne, je vais continuer à l'appeler Nancy, Nancy Pfister. Et la deuxième, je l'appellerai pas Nancy, je vais l'appeler Madame Stiller, ça sera beaucoup plus simple. Donc, Kathy Carpenter a déclaré aux enquêteurs qu'elle soupçonnait le couple Styler de locataires d'être impliqué dans son meurtre. Le docteur William Trey Stylers était un ancien médecin renommé de Denver qui a rencontré sa femme alors qu'elle était infirmière. Le couple menait grand train, belle maison, voyage comme leurs collègues autres médecins. Jusqu'à ce que malheureusement une maladie neurologique dégénérative oblige le mari Trey à prendre sa retraite au début de sa soixantaine. En raison de ses problèmes de santé, le mari Trey ne pouvait pas rester debout pendant de longues périodes et parfois il utilisait un fauteuil roulant. Cherchant un changement de vie et d'autres revenus, ils vont déménager à Aspen. Ils vont déménager à Aspen dans l'espoir d'ouvrir un spa de beauté. Après avoir accepté de louer sa maison, Nancy Pfister s'est liée d'amitié avec les Stiller, le couple de locataires. Et elle va proposer de leur faire des présentations appropriées pour lancer leur nouvelle entreprise de spa. Nancy avait également le cœur sur la main. Elle n'a pas hésité à embaucher l'employé de la banque pour devenir son assistante. Et là, elle n'hésite pas avec ce couple à les présenter à tout le monde pour les aider dans leur entreprise de spa. Et puis bien sûr, Nancy laissera le couple Styler emménager pendant qu'elle se préparait pour son voyage en Australie dans sa maison. Les Styler, eux, vont apporter avec eux du matériel coûteux qu'ils avaient acheté pour leur nouvelle entreprise de spa. Mais, tout d'un coup, cette relation qui avait bien démarré entre Nancy et le couple s'est rapidement détériorée. Nancy va accuser le couple de lui devoir de l'argent pour les loyers et elle va en parler à tout le monde dans la région et même commencer à parler d'eux sur Facebook. Eux, les Styler, vont voir les commentaires négatifs sur Facebook et vont se dire que ça va leur faire une très mauvaise réputation dans la région d'Aspen et ils vont très mal le prendre et s'inquiéter. Ils craignaient que leur réputation soit ruinée dans le village d'Aspen pour leur spa. Et c'est là que Nancy, à son retour à Aspen le 22 février, va demander au couple de quitter sa maison. Elle affirmera qu'il lui devait 14 000 $ et pour être sûre qu'elle soit remboursée, elle va garder tout leur matériel de spa et leur dire vous me rendez mes 14 000 $ et je vous rendrai votre matériel. On l'aura compris, Nancy était une femme de caractère et elle ne voulait pas se laisser faire. De là, les Styler, le couple de locataires, vont être interrogés par la police d'Aspen et ils ne vont pas nier l'animosité entre eux et Nancy. Ils ont affirmé qu'après avoir emménagé, Nancy a commencé à les traiter comme des employés et exigeait même qu'elle fasse des courses pour elle. Ils diront « Une fois que nous lui avons donné l'argent des loyers, nous sommes devenus une sorte d'esclaves. Elle nous envoyait chercher ses cigarettes, acheter son champagne, faire ceci, faire cela, mais nous n'étions pas ses employés bon sang. » Les Styler ont affirmé lors de l'entretien avec la police qu'ils avaient quitté la maison quand Nancy était revenue d'Australie. Madame Styler dira même qu'il n'avait plus accès à la maison et qu'il ne pouvait donc pas avoir commis le meurtre puisqu'il n'avait plus les clés. Lors de son entretien avec la police, Trey Styler, le mari, a également déclaré qu'il ne pouvait pas avoir commis le meurtre en raison de ses problèmes de santé. Il dira « Mon état est tel que je ne pense pas que je pourrais même battre un petit enfant.
Je suis vraiment trop faible. Mais c'est alors qu'un jour, un employé de l'assainissement va retrouver un sac. Ensuite, un employé de l'assainissement a trouvé un sac de déchets personnels des stylers. Bon, autant dire un sac poubelle, dans un bac de recyclage près de l'hôtel où il séjournait à Basalt, Colorado, juste en haut d'une route à Aspen. À l'intérieur du sac se trouvaient des bouteilles de médicaments sur ordonnance de Nancy Pfister, le passeport de Nancy, son permis de conduire, les papiers d'immatriculation de la Jaguar du couple Styler et un marteau ensanglanté avec l'ADN de Trey, le mari. Mais qu'est-ce que toutes ces choses appartenant à Nancy et le couple font dans un sac sur cette route abandonnée? Le propriétaire de l'hôtel où avait séjourné le couple a également retrouvé dans leur chambre une clé et on s'apercevra ensuite que cette clé ouvrait une des portes du dressing de Nancy. C'est alors que le 3 mars 2014, Trey Stylers, 65 ans, et Nancy Stylers, 62 ans, ont été arrêtés et accusés du meurtre au premier degré de Nancy. Puis, après, on apprendra que Kathy Carpenter, l'assistante, aurait soutenu les Stylers pour leur aversion contre Nancy. Elle-même ne pouvait plus encadrer Nancy et les trois là parlaient sur le dos de Nancy et ça allait bon train dans les critiques. De ce fait, cela va totalement remettre en question son appel au 911 et les enquêteurs ont commencé à soupçonner son implication dans le crime. Après enquête, elle a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré pour Nancy. En juin 2014, Trey Styler, le mari, a plaidé coupable du meurtre au deuxième degré et a été condamné à 20 ans de prison. Il a avoué qu'il s'était faufilé chez elle et l'avait battue à mort avec un marteau pendant qu'elle dormait et qu'il avait agi seul. Donc tout son blabla comme quoi il était bien trop faible pour avoir fait cela, mais c'était un mensonge. Voyez qu'il ne faut pas se fier à l'apparence, encore une fois l'habit ne fait pas le moineau. Cet homme âgé qui paraissait faible et handicapé a commis ce meurtre horrible. Tout ça n'était que billevesée. Suite aux aveux de Trey le mari, les accusations de meurtre contre Nancy Styler et Catherine Carpenter ont été abandonnées, tout reposait sur le dos du mari. Et elle, sa femme, a ensuite changé de nom en Manson, a voulu divorcer, a déménagé dans le Massachusetts et a refait sa vie. À peine un an après le début de sa peine, le mari, Trey, le 6 août 2015, s'est donné la mort à l'intérieur de sa cellule de prison. À la mort de son ex-mari, elle, Nancy Mason, elle a tenté de recouvrer une police d'assurance d'un demi-million de dollars que Trey, son ex-mari, avait souscrite et dont elle était la bénéficiaire. Les fonds ont été cependant gelés après que la fille de Nancy, Juliana Pfister, a déposé une plainte pour mort injustifiée dans l'espoir de toucher une pension. Au moins, l'ex-femme n'aura pas l'argent et c'est tant mieux parce que je trouve qu'elle s'en tire à bon compte. Vers 15h03, les agents du 3e district et les pompiers du comté de Montgomery ont répondu direct à un appel. C'est à une station-service Shell du New Hampshire Avenue pour le rapport d'une fusillade qui venait de s'y produire. Les policiers ont déclaré qu'un homme, Torrey Moore, était entré dans le magasin Shell vers 15h ce jeudi 8 décembre 2022. Il a pris une bouteille de thé glacé et s'est approché du comptoir. Un employé y travaille, il s'appelle Monsieur Wondimu, il a 61 ans. En effet, ce monsieur est dans sa journée tranquille et il voit donc ce Torrey Moore s'approcher avec sa bouteille de thé glacé. Monsieur Wondimu a donc 61 ans et comme je vous l'ai dit, il est heureux dans son travail car il le fait sérieusement. Cet emploi, il veut qu'il se passe toujours très bien dans la station-service parce que pour lui, son emploi est une fierté pour subvenir aux besoins de sa famille et montrer l'exemple d'un travail de dur labeur. Malheureusement, l'autre homme a une attitude totalement bizarre, stressée, étrange. Sur la base des images de surveillance et des témoignages, les enquêteurs pensent qu'une dispute a commencé entre Torrey Moore et l'employé M. Wondimu. Et s'est rapidement d'ailleurs transformé en une altercation physique. Et oui, car je vous l'ai dit, cet employé aime beaucoup son emploi, il ne veut pas qu'il y ait de problème et en plus il a du caractère, il ne se laisse pas faire.
Il a énormément de valeurs dans sa vie, diront sa famille, respect, travail et donc vous avez compris, il veut se faire respecter. Sur la vidéo, la police avoue que l'homme, Toremur, est en train de lancer des marchandises sur l'employé Monsieur Wondimu qui a tenté de se protéger de derrière le comptoir avec une barre en métal. Je vous l'avais dit, ce client est bizarre et vous allez le voir, il est même dangereux car malheureusement, il va sortir une arme de sous son gilet et a tiré à plusieurs reprises sur Monsieur Wondimu. Le client Toremur a donc tiré plusieurs fois à bout portant et aura même atteint le comptoir. Je vous l'avais dit, ce client est très bizarre et malheureusement, il va sortir de son gilet une arme et tirer plusieurs fois sur l'employé Monsieur Wondimu. Monsieur Wondimu va s'effondrer derrière le comptoir et cet horrible Toremur va faire le tour et encore tirer plusieurs fois sur l'employé. Le pauvre Monsieur Wondimu n'avait aucune chance de vivre. La police dira: avoir un différend au sujet d'un thé glacé dans une station-service et faire monter ce différend au point qu'un individu sortirait une arme et assassinerait brutalement quelqu'un en plein jour, c'est très stupide et effrayant, troublant selon moi, dira le policier. À leur arrivée, les agents de police ont localisé la victime, un homme adulte, identifié donc plus tard, de 61 ans comme Monsieur Awalo Wondiwu de Silver Spring, mort de blessures par balle sur place sur son lieu de travail. Les détectives d'homicide du MCPD ont suivi Toremur dans la rue jusqu'à ses appartements. Il habitait juste en face de la station-service. Il habitait donc à 2 pas et les choses vont aller très vite car là, sur cette affaire, la police est au taquet du taquet. Un mandat de perquisition a été demandé et obtenu pour la résidence de Toremur. Lors de la perquisition, la police du comté de Montgomery ne s'attendait vraiment pas, en cherchant le tueur de la station-service, à ce qu'ils allaient trouver. C'est totalement horrible, comme je vous l'avais dit dans l'introduction de cette vidéo. C'est dégueulasse. Ils sont littéralement en état de choc car les policiers ont trouvé un corps à l'intérieur de l'appartement à un stade avancé de décomposition. Le tueur, Toremur, a déclaré au détective qu'il avait eu une relation avec la femme située à l'intérieur de l'appartement et malheureusement morte, et il a également déclaré que la victime était enceinte de 8 mois au moment de sa mort. Mais quelle horreur, mais quel affreux personnage encore! Et ce qui est encore plus horrible, c'est que le tueur vivait depuis 1 mois avec le cadavre en décomposition dans son appartement. Le corps de la victime a été transporté au bureau du médecin légiste en chef pour une autopsie. Son nom et le stade de sa grossesse seront divulgués après l'achèvement de l'autopsie, puisque je vous le dis, tout ça a eu lieu il y a seulement 1 semaine. Monsieur Toremur était donc à l'intérieur de son appartement. Il a été arrêté et transporté à l'unité centrale de traitement du comté de Montgomery, où il est accusé de meurtre au 1er degré, de possession d'une arme à feu, de crime. Les détectives attendent que l'OCME détermine la cause et le mode du décès ainsi qu'une identification positive de la victime féminine enceinte pour déterminer les accusations appropriées. Il s'agit d'une enquête active et continue, dira la police. Nous n'avons eu aucun rapport sur des personnes disparues de cet endroit qui correspondent à la description de cette femme enceinte dans l'appartement. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes un peu étonnés que nous n'ayons reçu aucun appel. Cela nous aurait donné une indication que quelque chose se passait dans cet appartement. Des entretiens avec le personnel du magasin ajouteront que le criminel Moore était un client fréquent et avait souvent des histoires de confrontation avec les employés. La famille d'Alaya Wondimu, 61 ans, a parlé à la Fox et ont déclaré qu'ils étaient sous le choc. Awale Wondiwu était membre de l'église de Marie à Washington et qu'il laissait derrière lui de nombreux frères et sœurs en Éthiopie, ainsi que sa mère et toute sa famille qu'il soutenait financièrement. Et c'est ce que je vous avais expliqué, c'était un homme d'honneur, il avait énormément de respect et il était très fier d'avoir cet emploi parce qu'il pouvait aider à vivre certains membres de sa famille en Éthiopie. Voyez, encore une fois, c'est un homme adorable qui part.
Toremour, 31 ans, est accusé de meurtre au premier degré, de meurtre aussi au premier degré pour la mort d'un fœtus de 8 mois et d'un crime de violence contre une personne enceinte et bien sûr pour le meurtre de monsieur Wondimu. Il est actuellement détenu sans caution et donc ne peut pas sortir. Voilà, cette horrible histoire est finie. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais, mais j'en doute parce qu'elle vient juste d'arriver le 8 décembre. Et dis-moi, mais alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, dis-moi si tu ne trouves pas ça, mais complètement dingue, et là je le dis encore, dégueulasse d'imaginer ce Toré qui vit avec le corps de cette pauvre femme enceinte dans son appartement, mais je ne comprends pas, ça dépasse l'entendement. Et c'est vrai, j'ai vraiment le chic pour vous raconter à chaque fois des histoires de plus en plus horribles. Et ça me fait penser à une histoire que je vous avais racontée d'un tueur en série qui vivait avec tous les cadavres des femmes qu'il avait tuées dans son appartement. Je vous mets le lien ici si vous voulez le voir. Je voulais aussi vous dire que je trouve ça complètement dingue et affolant de se dire qu'on peut mener sa vie tranquillement, alors là en l'occurrence dans une station-service, faire son travail pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille en Éthiopie et du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, être tué. Je voulais vous faire comme une demande, mes zigotos, vous savez que j'adore ma communauté, que je vous adore. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, profitez-en parce que la vie est très courte. Profitez de chaque seconde, émerveillez-vous d'un arc-en-ciel, de la neige qui vient de tomber. Profitez de la vie, elle est précieuse. Bon assez de blabla. Pour me faire plaisir, mets-moi un emoji essence ou station-service ou un S. Et si tu ne les trouves pas, mais mets-moi-en un autre pour mon référencement. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et pour ceux qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Caro du journal True Crime qui m'a parlé encore de cette histoire. Allez la voir sur son Instagram. C'est déjà grâce à elle que j'ai eu plusieurs histoires à vous raconter. Merci Caro. Je voulais vous dire, si jamais vous êtes dans les rayons d'une station-service, mais pensez à regarder derrière vous, prenez bien soin de vous mes zigotos. Prenez bien soin de vous mes zigotos. À la prochaine fois. Bye bye.